Nous sommes en 1970 et l'aviation est à un tournant. Le gigantesque 747 de Boeing fait la une des journaux, mais pour la plupart des compagnies aériennes, c'est tout simplement trop gros. Trop de sièges, trop de carburant, trop de risques. Les compagnies avaient besoin de quelque chose de plus petit, plus léger, mais toujours révolutionnaire. McDonnell Douglas a justement promis cela. Leur DC-10 allait offrir le confort d'un large fuselage, 3 moteurs puissants, mais surtout des coûts d'exploitation réduits. On le présentait comme l'avion qui surpasserait Boeing et écraserait le TriStar, rival de Lockheed. C'était censé être le chef-d'œuvre de McDonnell Douglas, mais c'est devenu l'une des histoires les plus sombres de l'aviation. Voici l'histoire du DC-10, l'avion qui promettait tout, a causé la tragédie et a changé le ciel à jamais. L'histoire commence en 1967. Le Boeing 747 est sur le point de faire ses débuts et le monde entier regarde. Un géant capable de transporter 400 passagers, mais à un coût vertigineux. Les compagnies aériennes sont sceptiques. La plupart regardent le 747 et pensent la même chose. Nous avons besoin de quelque chose de plus petit. La course est lancée pour construire le parfait gros porteur, plus grand qu'un monocouloir, mais bien plus efficace que le 747. Deux principaux concurrents avancent. Lockheed avec son élégant L1011 TriStar et McDonnell Douglas avec le DC-10. McDonnell Douglas fait un pari stratégique audacieux. Pendant que les concurrents expérimentent des conceptions bimoteurs, eux choisissent 3 moteurs. Pourquoi ? Parce que dans les années 1970, l'ETOPS était un énorme obstacle. Perdre un moteur sur un bimoteur et on ne pourrait pas atteindre un aéroport de dégagement. Les régulateurs n'autoriseraient pas ces jets à traverser les océans ou voler sur certaines routes isolées. Mais tout le monde n'était pas d'accord. En Europe, un nouveau consortium appelé Airbus travaillait discrètement sur l'A300, le premier gros porteur bimoteur au monde. À l'époque, la plupart des compagnies le rejetaient. Avec les restrictions ETOPS en place, un jet à 2 moteurs semblait une impasse pour les vols long courriers. Mais à long terme, ce serait la forme que prendraient les choses. Pour McDonnell Douglas, 3 moteurs étaient la justesse parfaite. Suffisamment de redondance pour voler presque partout, tout en étant plus efficace qu'un jumbo à 4 moteurs. Le triréacteur DC-10 promettait le Graal, une consommation de carburant plus faible que le 747, plus d'autonomie qu'un bimoteur et la liberté de desservir presque n'importe quelle route sur Terre. Pour les compagnies aériennes, c'était juste parfait. American Airlines devint le client lancement, commandant 25 DC-10 pour les routes transcontinentales. United suivit rapidement avec 30, Continental avec 15. Ce n'était pas juste des achats, c'était des paris sur l'avenir de l'aviation. McDonnell Douglas avança à une vitesse folle. De la demande initiale d'American en 1967, au premier vol en 1970, au service passager en 1971, en seulement 4 ans. Ce calendrier agressif mit une énorme pression sur Boeing et força Lockheed à précipiter son TriStar concurrent. Et voici un détail que beaucoup de gens ratent, la soute à bagages du DC-10. McDonnell Douglas l'a conçue particulièrement spacieuse, maximisant le potentiel de revenus pour les compagnies. Pour l'époque, ça semblait être un avantage malin. Plus tard, cela se révélerait catastrophique. En 1973, le DC-10 était devenu la colonne vertébrale des flottes long courriers dans le monde. KLM les faisait traverser l'Atlantique, Japan Airlines le Pacifique, Swissair à travers toute l'Europe. McDonnell Douglas croyait que le DC-10 cimenterait leur domination sur Boeing et Lockheed et les établirait comme le premier constructeur aéronautique mondial. L'avenir semblait illimité, mais les avions révolutionnaires demandent des solutions révolutionnaires et certaines solutions cachent des dangers. La plupart des portes de soute d'aéronefs s'ouvrent vers l'intérieur, maintenues fermées par la pression de la cabine. C'est une conception naturellement infaillible. Les portes du DC-10 s'ouvrent vers l'extérieur pour maximiser cet espace précieux que les compagnies aériennes adorent. Cette conception à ouverture extérieure nécessite un mécanisme de verrouillage infaillible. Les goupilles et loquets doivent résister à d'énormes différences de pression en altitude de croisière. Si ce système échoue, une décompression explosive pourrait détruire l'appareil en quelques secondes. Voici Dan Applegate. Cet ingénieur de McDonnell Douglas comprenait la physique de la porte mieux que personne. En 1971, il a écrit une note interne qui aurait dû tout stopper. Le mécanisme de verrouillage de la porte de soute, prévient-il, est dangereusement peu fiable. Ces paroles sont prophétiques. Si la porte explose, la décompression explosive fera s'effondrer le plancher de la cabine et couper les câbles critiques de commande de vol. Mais la culture d'entreprise révèle sa vraie nature. La note d'Applegate disparaît dans la bureaucratie de l'entreprise. McDonnell Douglas est en train de perdre beaucoup d'argent, courant après des parts de marché face à Boeing et Lockheed.
Le L-1011 leur souffle dans le cou. Des commandes sont en jeu. Reconcevoir le système de porte signifierait des retards catastrophiques. Les pressions sur les délais et les coûts l'emportent. Les préoccupations de sécurité perdent. Puis la réalité fait irruption. Le vol 96 d'American Airlines. Un DC-10 partant de Détroit pour Buffalo avec 67 personnes à bord. En grimpant à 11 000 pieds, le cauchemar d'Applegate devient réel. La porte de soute explose avec une force explosive. Le plancher de la cabine s'effondre partiellement, bloquant les commandes de vol exactement comme Applegate l'avait prédit. Le capitaine Bryce McCormick et son équipage luttent contre des systèmes compromis, ramenant tant bien que mal le DC-10 handicapé à l'aéroport métro de Détroit. Leur maîtrise du pilotage sauve toutes les vies à bord. Le NTSB enquête et confirme l'évidence. Le mécanisme de verrouillage de la porte de soute a échoué de manière catastrophique. Cela aurait dû déclencher des modifications immédiates sur toute la flotte de DC-10. Mais à la place, McDonnell Douglas met en œuvre ce qu'ils appellent des correctifs. Ils installent de petites fenêtres d'observation pour que les équipes au sol puissent jeter un œil à l'intérieur pour vérifier si les portes sont bien verrouillées. Ils renforcent les valves de ventilation et publient des bulletins de conseil. Mais ce ne sont que des suggestions, pas des obligations. Le défaut fondamental identifié par Applegate reste inchangé. Durant presque 2 ans, des centaines de DC-10 continuent de voler avec cette vulnérabilité connue. Les compagnies aériennes effectuent des inspections, les équipages vérifient les petites fenêtres, mais le défaut de conception sous-jacent reste exactement le même. L'industrie aéronautique joue à la roulette russe à 38 000 pieds. Et quelque part dans le monde, une autre porte de soute de DC-10 attend de lâcher. 3 mars 1974. Le vol 981 de Turkish Airlines recule de l'aéroport de Paris-Orly un dimanche matin. À bord se trouvent 346 passagers et membres d'équipage. Le vol avait débuté à Istanbul et devait continuer vers sa destination finale, Londres, avec Paris comme escale prévue, une pratique courante à l'époque. Cela aurait dû être un vol de routine de 90 minutes. Dans la soute, un membre du personnel au sol de Turkish Airlines lutte avec le mécanisme complexe de la porte du DC-10. Les loquets semblent fermés. La fenêtre d'observation paraît normale, mais les goupilles de verrouillage sont légèrement désalignées. C'est exactement le scénario dont Dan Applegate avait averti 3 ans plus tôt. Le vol 981 monte normalement dans l'espace aérien français. 13 minutes après le décollage, à 7000 mètres d'altitude, la physique prend le dessus. La différence de pression écrase les loquets mal alignés. La porte de la soute explose vers l'extérieur dans le flux d'air. Contrairement à l'effondrement partiel du plancher du vol 96, cette défaillance est totale. Le plancher de la cabine s'effondre vers le bas, sectionnant les conduites hydrauliques, les câbles de contrôle de vol et les systèmes électriques. Les pilotes perdent toute commande. Le DC-10 devient un projectile incontrôlable. 6 minutes plus tard, le vol 981 s'écrase dans la forêt d'Ermenonville en France. La destruction est totale. Aucun survivant parmi les 346 âmes à bord. À l'époque, c'est l'accident d'aviation le plus meurtrier de l'histoire. L'industrie aéronautique mondiale est sous le choc. Avion de la mort et cercueil volant dominent les gros titres de Londres à Tokyo. Les passagers du monde entier refusent d'embarquer dans des DC-10. Les agences de voyage rapportent que jusqu'à 30% des passagers demandent spécifiquement pas de DC-10 lors de la réservation. Certaines compagnies commencent discrètement à ne mentionner que le numéro de vol dans leurs annonces, pour éviter de citer le type d'appareil. Les enquêteurs français identifient rapidement la cause, la même faille de la porte cargo qui avait failli détruire le vol 96. La note oubliée de Dan Applegate ressurgit, ses avertissements maintenant tragiquement confirmés. L'ingénieur qui a tenté d'empêcher ce massacre devient un symbole du whistleblowing en entreprise et du coût tragique de l'ignorance des problèmes de sécurité. Pour McDonnell Douglas, l'incident est potentiellement catastrophique. Les cours en bourse s'effondrent, les commandes sont annulées, leur réputation de constructeur soucieux de la sécurité est en ruine. L'entreprise qui croyait que le DC-10 assurerait sa domination lutte désormais pour sa survie. Mais ce n'est que le début des ennuis pour le DC-10. McDonnell Douglas se précipite alors pour résoudre le problème de la porte de soute. Il redessine complètement le système avec des verrous redondants, des systèmes de secours et des voyants d'alerte dans le cockpit. À la fin de 1974, le DC-10 reprend du service avec des systèmes de sécurité véritablement améliorés. Mais la confiance du public est brisée à jamais. Le stigmate du jet de la mort s'avère presque impossible à surmonter, malgré de réelles améliorations en matière de sécurité. Puis, un nouveau drame frappe, le 25 mai 1979.
Le vol 191 d'American Airlines, un DC-10 à destination de Los Angeles, commence sa course de décollage depuis Chicago O'Hare par un clair vendredi après-midi. 271 personnes à bord, faisons confiance à la réputation reconstruite de l'appareil. Lors de la montée initiale, des témoins regardent, horrifiés, quelque chose d'impossible se produire. Le moteur gauche se sépare complètement de l'aile. Le gigantesque moteur General Electric CF6, pesant 6120 kg, roule à travers la piste tandis que le DC-10 continue de monter. Mais l'appareil est désormais gravement endommagé. La séparation du moteur sectionne les conduites hydrauliques commandant les becs de bord d'attaque de l'aile. Sur l'aile gauche endommagée, les becs se rétractent tandis que ceux de l'aile droite restent déployés. Cela crée un déséquilibre aérodynamique catastrophique. Le DC-10 pique à gauche, décroche et bascule à l'envers. 31 secondes après la séparation du moteur, le vol 191 s'écrase dans un champ près de l'aéroport. Les 271 personnes à bord périssent ainsi que 2 au sol. Il devient l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Un triste record qu'il détient encore aujourd'hui. L'enquête révèle que American Airlines a utilisé un raccourci d'entretien non autorisé. Les ingénieurs de maintenance ont retiré le moteur et son pylône comme une seule unité à l'aide d'un chariot élévateur plutôt que de suivre les procédures adéquates. Cette méthode, qui économisait du temps, a créé des micro-fissures de stress menant à une défaillance structurelle catastrophique. Bien que cet accident ait été causé par des erreurs de maintenance plutôt que par des défauts de conception, le public ne fait pas cette distinction. Suite à cet incident, tous les DC-10 exploités aux États-Unis sont cloués au sol. À la fin de 1979, le DC-10 avait été impliqué dans 3 accidents mortels en 6 ans, un taux sans précédent pour un avion de ligne moderne. Les compagnies aériennes perdent confiance, non seulement dans l'appareil, mais aussi dans McDonnell Douglas lui-même. Les commandes de nouveaux DC-10 s'évaporent à mesure que les opérateurs perçoivent le constructeur comme quelqu'un qui fait des économies sur la sécurité. Le dommage à la réputation s'avère irréversible. Le vol 191 n'était pas la seule catastrophe du DC-10 en 1979. Seulement 5 mois plus tard, le vol 2605 de Western Airlines approchait de l'aéroport international de Mexico à travers un brouillard dense. À cause d'une panne de communication, le DC-10 a atterri sur une piste fermée pour travaux de maintenance, percutant des véhicules de chantier et prenant feu. 72 personnes sont mortes dans ce qui est devenu à l'époque l'accident d'aviation le plus meurtrier du Mexique. Ce n'était pas un défaut de conception, c'était une erreur de pilotage et une mauvaise communication. Mais pour un public déjà méfiant envers le DC-10, ça n'avait pas d'importance. 3 accidents mortels qui impliquent un DC-10 en une seule année ont créé le récit d'un appareil maudit qui dépassait toute analyse rationnelle. Le schéma avait commencé plus tôt. En 1973, à peine quelques mois après le premier incident avec une porte de soute, le vol 27 de National Airlines a subi une panne moteur incontrôlée en altitude de croisière. Des débris du moteur ont brisé une fenêtre de la cabine et un passager a été dépressurisé de manière explosive et tué. Chaque incident, quelle qu'en soit la cause, renforçait la perception grandissante que le DC-10 était dangereux. Les experts en aviation comprenaient la différence entre défaut de conception et accident opérationnel, mais le public voyageur ne voyait qu'un schéma mortel. Les médias ont aussi amplifié ce récit. Chaque incident qui impliquait un DC-10 recevait une couverture disproportionnée comparée aux accidents similaires d'autres types d'appareils. McDonnell Douglas se retrouvait à lutter non seulement contre des problèmes techniques, mais aussi contre une guerre de relations publiques qu'il ne pouvait pas gagner. Vous vous souvenez des TOPS? La réglementation qui rendait les 3 moteurs indispensables? Elle évolue rapidement. La nouvelle technologie a permis aux avions bimoteurs de parcourir des distances toujours plus longues au-dessus des océans. Le 3e moteur du DC-10, qui était son plus grand atout, devient une charge coûteuse. Les bimoteurs modernes se révèlent plus économes en carburant et plus fiables. Le Boeing 767, introduit en 1982, conquiert le marché que le DC-10 était censé dominer. Plus tard, le 777 deviendra tout ce que le DC-10 promettait d'être: efficace, fiable et apprécié des passagers. Le marché des trijets ne décline pas seulement, il s'effondre. Lockheed, déjà fragilisé par les faibles ventes du L1011 et des moteurs problématiques, annonce son retrait total de l'aviation commerciale. Le TriStar a prouvé que même une ingénierie brillante ne peut pas compenser un mauvais timing et une demande limitée. Aux côtés du DC-10, il a défini à la fois l'essor et la chute de l'ère du trijet, une impasse technologique balayée par la révolution des bimoteurs. En 1984, la production s'arrête
Et McDonnell Douglas, toujours aux prises avec des problèmes techniques, fait face à une vérité plus grande. Il lutte non seulement contre des concurrents, mais contre une révolution qu'ils ne peuvent pas gagner. Dans une tentative désespérée de sauver leur division aviation commerciale, ils lancent le MD-11 en 1990. C'est essentiellement un DC-10 rallongé et modernisé avec des systèmes avioniques mis à jour. Mais il arrive trop tard et ne tient pas ses promesses d'économie de carburant. Pire encore, les compagnies craignent que les passagers ne le voient que comme un DC-10 rallongé et évite de réserver. Les bimoteurs modernes comme l'Airbus A330 et le Boeing 777 offrent une meilleure économie de carburant, des coûts de maintenance inférieurs, mais surtout la flexibilité opérationnelle que permet l'évolution des tops. L'ère du trijet se termine ainsi, non pas dans la célébration, mais dans une obsolescence silencieuse. Comme le TriStar, le DC-10 a trouvé un salut inattendu dans une seconde vie hors du service passager. FedEx a découvert quelque chose d'intéressant à propos du DC-10. Vous vous souvenez de cette soute à cargo exceptionnellement grande, conçue pour concurrencer les avions de ligne. Elle rend le DC-10 parfait pour le service de fret. À l'écart du regard du public, la fiabilité de l'appareil s'améliore considérablement. FedEx exploite finalement plus de 60 DC-10 cargo, devenant ainsi le plus grand opérateur de ce type. UPS suit le mouvement, convertissant des DC-10 passagers en avions de fret. En service de fret, le DC-10 remplit enfin une partie de ses promesses initiales. Juste pas dans le rôle que quelqu'un aurait imaginé. Mais pour McDonnell Douglas, la rédemption arrive trop tard. Affaibli par l'échec commercial du DC-10 et incapable de concurrencer Boeing et Airbus dans le développement de nouveaux avions, l'entreprise fusionne avec Boeing en 1997. Cette fusion met fin à 76 ans d'histoire de Douglas en tant que constructeur indépendant. Elle laisse Boeing comme seul producteur américain d'avions commerciaux lourds pour des décennies. Le dernier DC-10 passager prend sa retraite en 2014 chez Biman Bangladesh Airlines. FedEx opère les derniers vols cargo en DC-10 en 2021, marquant exactement 50 ans de service opérationnel. Quelques-uns survivent comme avions de lutte contre les incendies, leur puissant moteur trouvant une dernière utilité pour combattre les feux de forêt. Mais l'héritage le plus important du DC-10 ne réside ni dans ses soutes à cargo, ni dans la lutte contre le feu. Il réside dans la transformation fondamentale de la sécurité aérienne. La note ignorée de Dan Applegate est devenue une lecture obligatoire dans les écoles d'ingénieurs du monde entier. Elle enseigne l'importance cruciale d'écouter les préoccupations de sécurité, peu importe la pression commerciale. La certification des avions est devenue bien plus rigoureuse, et c'est peut-être l'héritage le plus important qu'un avion puisse laisser. Avant de partir, l'algorithme YouTube pense que cette vidéo va te plaire. Alors pourquoi ne pas y jeter un œil ?